Nous ne savons rien de la réalité. Toutes nos sensations sur ce que nous appelons réalité de l'entourage sont filtrées par les sens. Le cerveau traite 400 000 millions de bits d'informations par seconde. Mais nous ne sommes conscients que de 2000. Cela veut dire que la réalité se crée dans le cerveau sans arrêt. Tu devrais tester. Comment je sais que je le fais? Le pot que tu vois et moi, nous sommes unis. Et à toi aussi, ça peut te servir. On vit dans la réalité. Pas un monde hyper sensible, inexistant, imprécis, mutant ou quoi que ce soit? Si c'est réel, je veux le voir. Les yeux sont, en quelque sorte, une caméra parce qu'ils attrapent l'information et l'emmagasinent, mais tu ne peux pas leur donner un sens jusqu'à ce que tout ne soit pas uni. Il nous faut donc, pour ainsi dire, la table du monteur pour apporter une certaine cohérence et pour donner un sens au film qui traite de la réalité de notre vie et de notre monde. Si un matin je me réveille et d'un coup je décide de prendre tout à fait au sérieux l'affirmation, évidemment juste, que je ne suis pas sûr que les yeux me fonctionnent correctement. Même si à côté du lit, on dirait qu'il y a un sol stable. Il pourrait y avoir un précipice ou quelque chose du genre. Vous comprenez? Si je suis incapable d'ordonner ces possibilités dans des termes de probabilité que j'assemble, je ne me lèverai jamais. J'ai l'impression d'être paralysé, dans le sens le plus littéral du terme. Non, je n'aurais aucune idée de comment faire le pas suivant, effectivement. Il n'y a aucun doute que les yeux, en principe, peuvent nous tromper n'importe quand. Il y a des cas où des gens ont souffert d'hallucinations. Même si ce n'était pas le cas, nous ne saurions pas démontrer, comme question fondamentale, que les yeux ne nous trompent jamais. Et cela est strictement vrai. Mais le matin, quand nous décidons de nous lever du lit, nous associons des probabilités aux différentes hypothèses compatibles avec le fait que le sol est posé à côté du lit. Une hypothèse, c'est qu'en réalité, il y a le sol. Et c'est pour cela que je le vois. Une autre, c'est que le sol que je vois est une hallucination et qu'il s'agit d'un précipice. En me levant du lit, je considère une des deux hypothèses plus probable que l'autre. La réalité ultime, d'après moi, dépend très souvent de la manière dont on l'aperçoit et de ce que l'on pense de la réalité réelle de notre monde. Si le cerveau traite 400 000 millions de bits d'informations et nous avons conscience que de 2000, cela veut dire que la réalité se crée dans le cerveau en permanence. Il reçoit cette information et cependant nous ne l'avons pas intégrée. Mais lorsque nous recevons de la connaissance, et non pas de l'information non conventionnelle, d'une sphère à part de la convention dans laquelle nous mélangeons la physique quantique et la neuropsychologie, et qu'après, nous demandons au cerveau qu'il considère ces informations et qu'il examine les possibilités et les probabilités et qu'il mette en relation nos connaissances avec l'expérience de ce que l'on sait, et nous lui demandons aussi qu'il le répète une fois et une autre, le cerveau commencera à intégrer deux réseaux neuronaux indépendants. Il créera une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision sera comme prendre une torche allumée. Et en partant de ces 2000 bits d'informations, en relation avec notre corps, notre entourage et le temps, la faire bouger dans l'obscurité et contempler quelque chose de nouveau. Cela s'appelle compréhension. Tu vas bien? Avant, je t'ai entendu crier. Tu as encore rêvé? Tu étais une Indienne et tu voyais comment les bateaux de colons apparaissaient du néant. Waouh! Et un ensorceleur te tapait. Cool! Et peut-être était-ce une vie passée, ou une réalité parallèle, ou une vie future. Sois réaliste. Ou peut-être que le rêve essayait de te dire la vérité. Tout dépend de ce que chacun considère réel.
essaye d'autres pastilles pour l'anxiété. Mes pastilles me font du bien, merci. Bon. Il faut que j'aille m'habiller. J'espère que tu vas mieux, Amanda. Oh, Amanda, quelle idiote tu sais. Les gens me demandent pourquoi la mécanique quantique est importante. Quelque chose de si minuscule, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a 3 réponses possibles. D'un point de vue pratique, cela n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'il faut continuer d'aller travailler et de conduire, par exemple. Mais d'un autre point de vue, la mécanique quantique s'infiltre dans toutes les choses du monde, surtout dans le monde de l'électronique. Quand tu vas au supermarché et que les produits passent par le lecteur de code barre, tu es face à un effet de la mécanique quantique. Mais moi, je crois que le point de vue le plus important est le 3e, et qui est simplement une question philosophique. Pourquoi les philosophes s'intéressent-ils autant à la déconstruction des affirmations sur le monde? Finalement, j'ai compris. J'ai compris que c'était le résultat de l'étude de la mécanique quantique et de la comparaison avec la mécanique classique. Les deux nous offrent des façons très différentes de voir le fonctionnement du monde et ce que nous sommes. Ainsi, depuis une perspective classique, nous sommes des machines. Et dans une machine, il n'y a pas de place pour l'expérience consciente. On s'en fiche qu'une machine meure. Tu peux la tuer, tu peux la jeter à la poubelle, ce n'est pas grave. Si le monde est comme ça, les gens se comporteront de cette façon. Mais il y a des indices comme quoi il y a une autre façon de voir le monde. Et c'est la mécanique quantique qui nous l'offre. Ces indices montrent que le monde n'est pas un mécanisme d'horlogerie, mais plutôt un organisme. C'est quelque chose d'organique, extrêmement interconnecté, qui s'étend dans l'espace et le temps. Dans cette sorte d'entourage, ce que je crois et la façon dont je me comporte a beaucoup plus de transcendance. Et pas seulement sur moi, mais aussi sur le reste du monde, que celle que j'aurais dans un monde classique. Ainsi, depuis un point de vue très basique en relation avec la morale et l'éthique, ce que je pense affecte le monde. Dans un sens, c'est la clé du pourquoi il est important de changer la vision du monde. Tout d'abord, parlons du monde subatomique. Et après, nous parlerons de ce qu'il nous dit sur la réalité. Ce que je veux vous expliquer d'abord du monde subatomique, c'est que ce n'est qu'une fantaisie inventée par des physiciens fous qui essayent de découvrir ce qu'il se passe quand ils font leurs petites expériences. Par petites expériences, je comprends beaucoup d'énergie dans des espaces réduits et en peu de temps. Avec ces dimensions, elles se convertissent en une folie. La physique subatomique a été inventée pour essayer de découvrir tout cela. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle science qui s'appelle physique quantique et qui est accrochée à toute une gamme d'hypothèses, idées, opinions et intuitions contestables sur ce qui se passe en réalité. D'un côté, nous avions une théorie qui, d'un point de vue conceptuel, était des plus déconcertantes. D'un autre côté, d'un point de vue pratique, elle était beaucoup plus satisfaisante que tout ce que nous avions eu jusqu'à présent. Nous sommes devant le genre de situation qui produit des tensions à partir desquelles toutes les recherches sur les fondements de la mécanique quantique s'alimentent depuis lors. Parce que, dans un sens, il s'agit d'une théorie très paradoxale, déconcertante à l'extrême et confuse dans le concept. Dans un autre sens, nous n'avons pas l'opportunité de la renier ou de la laisser de côté, parce que c'est le meilleur instrument que nous ayons jamais eu pour prévoir les comportements de systèmes physiques. L'univers est très étrange. On dirait qu'il y a 2 ensembles de lois qui le gouvernent. Dans notre monde classique, quotidien, sur les grandes lignes, je parle de notre échelle de temps et de taille, les choses sont décrites au travers des lois du mouvement de Newton, établies il y a des centaines et des centaines d'années. Et elles fonctionnent à la perfection avec les boules de billard, les boules de canon et la gravité. Mais quand on descend à une échelle inférieure, quand on descend par exemple au niveau de l'atome, c'est un autre ensemble de lois qui dirige, les lois quantiques, la théorie quantique, la mécanique quantique. À ce niveau, les particules peuvent être dans beaucoup d'endroits en même temps. Elles peuvent se comporter comme des ondes étendues dans l'espace et le temps. Elles peuvent être connectées, même si elles sont loin l'une de l'autre. Elles peuvent être unies dans un état quantique, dans un état réglé par une fonction d'onde. La frontière, le pas de la porte, le rideau qui sépare le monde quantique du monde classique est très mystérieuse. Parfois, elle reçoit le nom de collapse de la fonction d'onde, parce que dans le monde quantique,
Tout est superposé. Il y a différentes possibilités et dans le monde classique, ces différentes possibilités se convertissent en une seule concrète et définie. Tout se trouve dans un endroit précis. En réalité, la mécanique quantique est la reproduction et la démonstration d'informations. La reproduction et l'exploitation de possibilités. Des ondes d'information, des ondes d'électropotentiel. Et le mot potentiel est important. Nous ne parlons pas d'électrons, nous parlons de potentiel électron. Et après, il faut se poser la question suivante. Des ondes de quoi en réalité? Qu'est-ce que ce terrain? Pourquoi a-t-il des ondes? Est-ce la mer? Non. C'est une mer universelle. Une mer de pure potentialité. Une mer d'existence potentielle et abstraite. Que nous appelons le champ unifié.